Bonjour les terminales éco. Nous reprenons les cours par internet avec le dernier chapitre, le chapitre 3, qui va nous tenir tout le dernier trimestre. Graphe probabiliste. Rassurez-vous, c'est un chapitre très court. Il y a des choses à savoir. Ce sont des choses difficiles à comprendre. Mais une fois que vous avez compris, on va faire des tas et des tas d'exercices, ce qui vous amènera au bac sans souci, hein. Ça fait plus de 7 ans que j'enseigne celui-là. Cette spécialité maths, et ça s'est toujours passé pareil. Au début, les élèves ne comprennent pas. Vous allez voir, c'est difficile, hein, parce que c'est un chapitre qui mélange les probabilités, les graphes, les matrices et les suites. Donc je sais que les suites, ça vous pose problème, et c'est vraiment un chapitre qui les utilise beaucoup. Donc vous allez avoir du mal à comprendre, mais comme c'est toujours la même question, c'est toujours la même procédure, vous allez pouvoir vous entraîner. Et bon, le but c'est que vous compreniez, bien sûr. Mais même si vous ne comprenez pas tout, en vous entraînant, vous y arriverez, c'est une certitude. Par contre, il faut vous entraîner, hein, donc il faut faire le job. Mais bon, je ne suis pas inquiet, même à distance, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, sur Pronote, vous avez accès au fichier TES chapitre 3 en PDF. Donc voici, alors je ne me suis pas ennuyé, hein, j'ai scanné votre livre. Donc c'est un scan du livre sans aucun rajout de ma part. Donc si vous avez votre livre, ça va très bien. Je l'ai scanné parce que je me doute que certains d'entre vous n'ont pas eu la présence d'esprit de prendre leur manuel. Et puis au cas où, au moins je suis sûr que vous l'avez. Si vous êtes chez papa et que le livre est chez maman, bref, que sais-je. Vous avez toujours un fichier avec vous. Vous pouvez toujours le trouver sur Pronote, même si vous êtes dans le train, même si... enfin, non, vous ne serez pas dans le train. Mauvais exemple. Bref, si vous n'êtes pas en condition de travail, vous pouvez toujours y accéder, hein. Vous pouvez l'avoir dans votre téléphone portable. Je vous conseille d'ailleurs de l'y mettre. Comme ça, vous pouvez y accéder et toujours regarder une petite vidéo de Monsieur Bernard avant de vous coucher. Bien, alors dans ce chapitre, vous voyez, il y a un problème introductif qu'on va faire tout de suite. Une première fiche de cours qu'on va faire aujourd'hui, qui est liée au premier problème. Aujourd'hui, on s'arrêtera là, hein, et vous aurez des exercices à faire. Et puis au prochain cours, ça ne veut pas forcément dire la prochaine semaine, mais la prochaine session, nous attaquerons la deuxième chose, donc les états stables, qui sont vraiment les choses compliquées. Et là, pareil, ensuite vous aurez un problème 2 de synthèse. Et vous trouverez également, je vous ai mis la fiche d'objectif, qui est le calcul de l'état stable, qui est quelque chose de difficile. Et là, vous l'avez. Alors moi, je vais vous le faire, vous inquiétez pas. Mais bien, donc on commence avec le problème 1, l'allumeur de réverbère. Allons-y. Chaque matin, l'allumeur de réverbère du Petit Prince de Saint-Exupéry change l'état du réverbère avec une probabilité de 3 chances sur 4. Alors, j'espère que vous avez lu Le Petit Prince. Si ce n'est pas le cas, profitez du confinement pour le lire. Ça se lit en une demi-heure, une heure. C'est un livre magnifique écrit par Saint-Exupéry pendant la Seconde Guerre mondiale, était pas en confinement, Saint-Exupéry, mais il était exilé de France. Il était aux États-Unis. Il avait fui, hein, parce qu'il était aviateur. Et il a écrit ça en exil aux États-Unis. C'est une œuvre magnifique. Si vous ne la connaissez pas, vraiment, et même si vous la connaissez, relisez-la. Alors, aucun rapport avec les maths, cela dit, juste dans le voyage du Petit Prince, alors c'est très métaphorique, un voyage dans l'espace et tout, et il tombe sur une planète, comme ça, là, où il y a un réverbère et quelqu'un qui l'allume. Donc, quand il fait nuit, il allume le réverbère, et quand il fait jour, il l'éteint. Sauf que comme sa planète est toute petite, elle tourne très vite sur elle-même, et donc le rythme des jours et des nuits se fait toutes les minutes ou toutes les 30 secondes, je sais plus. Et du coup, il est tout le temps en train d'allumer et d'éteindre son réverbère. Voilà, et ça l'agace. Bon, alors il y a certainement une métaphore sur le capitalisme, le travail et tout ça, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est de déterminer sa probabilité. Euh, la probabilité qu'au jour n, le réverbère soit allumé. Alors au jour n, au sens de la planète, hein, d'accord, sur laquelle il est, pas sur la planète Terre. C'est-à-dire, rappelez-vous, c'est toutes les 30 secondes que ça change, hein, le jour chez lui.
Pour la petite histoire, le petit prince lui dit que pour se libérer de son travail, il a qu'à marcher vers le soleil. Comme ça, du coup, il fera toujours soleil et du coup, son réverbère pourra toujours rester éteint. Voilà. Alors, reprenons des mathématiques à présent. Donc, on vous dit qu'il a 3 chances sur 4 de changer l'état du réverbère. Qu'est-ce que ça veut dire? L'état du réverbère, vous comprenez peut-être qu'il y en a deux. Alors, on va modéliser ça avec des graphes. Donc, là, j'ai un premier état que je vais appeler E pour éteint. Éteint. Le réverbère. Et l'autre, ce sera A pour allumé. Alors, toute la question qu'on va se poser dans ce chapitre, c'est on a un état, on a un deuxième état, quelles sont les probabilités de passer d'un état à l'autre? Quelles sont les transitions possibles? Et là, on vous dit que la probabilité pour passer d'un état à un autre, c'est 3 chances sur 4. Ouais, 3 chances sur 4 pour aller d'éteint à allumé. Ensuite, puisqu'on a 3 chances sur 4 pour aller d'éteint à allumé, c'est bizarre, parce que si on a 3 chances sur 4 d'aller quelque part, qu'est-ce qu'on fait de la 1 chance sur 4 qui reste? Eh bien, quelles sont les possibilités? Quand on a un lampadaire éteint, soit on peut l'allumer, soit on le laisse éteint. Ce sont les deux seules possibilités en termes d'allumer et d'éteint. Bon, ben donc il y a une autre possibilité que de l'allumer, c'est de ne pas le toucher, de le laisser éteint. Et ça, voilà comment on va l'écrire. Vous voyez? Et là, cette probabilité sera d'une chance sur 4. Là, on a bien la totalité. Hein. J'ai une chance sur 4 qu'il soit éteint, j'ai 3 chances sur 4 que je l'allume. Ensuite, si on part du fait que le lampadaire a été allumé, l'énoncé nous dit qu'on a 3 chances sur 4 d'échanger son état. Vous voyez? Change l'état de réverbère avec probabilité 3 chances sur 4. Bon, bah donc si je pars de A, j'ai aussi 3 chances sur 4 de changer d'état. Mais là encore, il me manque une chance sur 4. Et bien la chance sur 4 qui me reste, c'est celle-ci. Ok? Donc j'obtiens un graphe pondéré, par des probabilités. Et ce graphe est orienté. Voilà, on appellera ça un graphe probabiliste. Je vous montre ça dans quelques instants. Alors maintenant qu'on a ça, que nous demande de faire Coco? Alors il nous parle de la suite P. Au jour 0, le réverbère est éteint. On note P1 la probabilité que le réverbère soit éteint au premier matin. Et puis généralement Pn la probabilité qu'il soit éteint au énième matin. Alors qu'est-ce que ça signifie ça, cette suite P? Ben, regardons, on vous dit, alors, donc on a une suite Pn qui intervient, qui est la probabilité d'être éteint au énième jour. Énième matin, énième jour, c'est pareil. Donc P0, c'est la probabilité d'être éteint au zéroième jour, c'est-à-dire au début. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'état initial. Il y aura toujours ça dans les problèmes. Comment on commence? L'état initial. Donc un jour, il a bien commencé cet allumeur de réverbère. On va se mettre au travail. Alors, au jour 0, qu'est-ce qu'on vous dit? Le réverbère est éteint. D'accord, au jour 0, le réverbère est éteint. Bon, mais donc c'est quoi la probabilité qu'il soit éteint? Eh bien, si on sait qu'il est éteint, la probabilité qu'il soit éteint, c'est la probabilité maximale, donc c'est 1. Hein, c'est l'événement certain, c'est une certitude. D'accord, qu'il est éteint. Alors regardons le P1. P1, c'est la probabilité que le lampadaire soit éteint au premier jour. Alors c'est quoi la probabilité qui... Ça, on peut la calculer, puisqu'on sait qu'au jour 0, donc la veille, il était forcément éteint. Du coup, c'est quoi la probabilité qu'il soit encore éteint? Eh bien, hop, on est passé par là. On est resté éteint. Donc on sait qu'on a une chance sur 4 de faire ça. D'accord? Et ainsi de suite, on peut calculer P2, P3, P4, Pn. Et tout le but de ce chapitre, ça va être de déterminer comment évolue cette suite Pn. Vous savez qu'une suite, on peut s'intéresser à sa monotonie, on peut calculer des valeurs, ce qu'on a commencé à faire. On peut
regardez comment elle se comporte à l'infini. Et ça nous permet de prévoir ce qui va se passer dans le futur. C'est ça qui va nous intéresser. Bon, d'ailleurs, regardez ce qu'ils disent. On se propose d'étudier le problème. Quel est le comportement de la suite Pn quand n prend des valeurs de plus en plus grandes. Mais bref, on va calculer sa limite. Ok, interprétation matricielle. Alors n'oubliez pas que c'est un graphe, donc on va tout de suite lui adjoindre une matrice. Vous reconnaissez bien le graphe qu'on a créé. Je passe les détails. Premier petit A, quelle est la somme des poids des arêtes issues d'un sommet? Expliquez le résultat. Bon, d'accord. Alors, la somme des poids des arêtes sommets. Ok, les sommets, il y en a deux, c'est E et A. La somme, on verra plus tard. Les poids, on verra plus tard. Les arêtes. Les arêtes issues d'un sommet. Les arêtes issues de E. Ça veut dire les arêtes qui partent de E. Il y en a deux. Il y a celle-ci et il y a celle-là. Celle-ci, elle ne part pas de E, elle part de A. Celle-ci, elle part de A également. Elle y revient aussi, mais elle part de A. Donc j'ai deux arêtes qui partent de E. Maintenant, on demande de regarder la somme des poids de ces arêtes. Donc les poids de ces arêtes, c'est respectivement 1 quart et 3 quarts. Quand je fais la somme, ça fait 1. Quelle est la somme des poids des arêtes issues d'un sommet? 1. Et c'est pareil pour A. 3 quarts plus 1 quart, 1. Expliquer ce résultat. Bon, ben ça c'est évident, on vient de l'utiliser ce résultat. C'est tout simplement que la somme des probabilités des issues de tous les événements, ben ça fait 1. Petit b, numérotant respectivement 1 et 2 les sommets, E, A. Bon, alors pourquoi il numérote? À mon avis, c'est pour dire qu'on va écrire E en premier et A en second. Hein. J'ai aucun intérêt de les renommer 1 et 2. D'ailleurs, je ne vais pas le faire, mais je vais les appeler E et A. Vérifier qu'on obtienne telle matrice. Ben, allons-y, faisons ça. Alors, attends, on a l'habitude de faire des matrices. Alors, faisons la matrice d'adjacence. Alors, la matrice d'adjacence. Donc, on m'a dit E en premier, A après. E en premier, A après. Alors, je pars de E, je vais à E. Est-ce que je peux aller de E en E? Je peux aller de E en E, donc 1. Est-ce que je peux aller de E en A? Je pars de E, je vais en A. Oui, je peux. Est-ce que je peux aller de A à E? Bon, bah oui. Hein, comme ça. Est-ce que je peux aller de A à A? Oui. Voilà, ça y est, j'ai ma matrice d'adjacence. Vous êtes content? Alors, regardons ce qu'il nous demandait d'avoir. 1 quart, 3 quarts, 3 quarts, 1 quart. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas du tout ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu 1, 1, 1, 1. Je ne me suis pas trompé, j'ai bien fait la matrice d'adjacence. De toute façon, dans les matrices d'adjacence, vous savez qu'il peut y avoir que des 1 et des 0. Alors, pas tout à fait, on peut avoir des 2 et des 3. Si on a des 2, par exemple, si j'avais un 2 ici, ça voudrait dire que j'ai deux façons d'aller de E en E. Par exemple, j'aurais un truc comme ça, puis j'aurais encore une autre boucle. Bon, c'est pas le cas ici. Alors, pourquoi je me suis trompé? Eh bien, regardez. Parce que ce qu'on vous demande ici, c'est pas les matrices d'adjacence. Ce qu'on vous demande, c'est... Regardez ce qu'on fait. On vous dit... Bon, ok, c'est peut-être pas très clair à comprendre, mais on vous dit dans le coefficient de mettre la probabilité qui correspond. Je vais vous montrer ce qu'il nous demande de faire. Ce qu'il nous demande de faire, c'est ceci. Alors, je vais l'appeler T, cette matrice. Donc, c'est la même façon de réfléchir. On met E et A. Et on vous dit, je pars de E pour aller en E. Donc c'est pareil. Là, c'était je pars de E pour aller en E. La question, c'était, est-ce que c'est possible? 0, c'est pas possible. 1, c'est possible. Enfin, est-ce qu'ils sont adjacents? Là, c'est pas sont-ils adjacents. C'est quelle est la probabilité qu'en partant de E, je retombe sur E. En fait, ce qu'on nous demande, c'est ce poids-là. Bon, ben, c'est une chance sur 4, là. Après, quelle est la probabilité que quand je pars de E, j'arrive en A? Probabilité de quand je pars de E, j'arrive en A, bah, 3 chances sur 4. Oui, c'est pas beaucoup plus compliqué, hein, mais c'est pas tout à fait la même chose. Quelle est la probabilité quand je pars de A d'aller en E? Quand je pars de A d'aller en E, bah, c'est 3 chances sur 4. Quelle est la probabilité de rester en A? Une chance sur 4. Bien. Ah, est-ce que c'est bien la formule qu'il voulait? 1 quart, 3 quarts, 3 quarts, 1 quart. 1 quart, 3 quarts, 3 quarts, 1 quart. Bon, oui, c'est bien celle qu'il voulait. Alors, bon, clairement, c'est pas la même matrice. Ça, c'était la matrice d'adjacence. Et c'est toujours la matrice d'adjacence de ce graphe, elle existe toujours. Mais il y a une autre matrice qu'on va utiliser dans ce chapitre et dans ce chapitre uniquement, qu'on appelle la matrice de transition. Hein, c'est pour ça que je l'ai appelé T, pour
transition. Cette matrice de transition, elle va être très utile, elle va nous permettre de calculer des tas de choses. Pour l'instant, vous devez juste avoir, et je pense qu'il n'y a pas de problème pour vous pour créer une telle matrice. C'est assez facile. Bon, on l'a vérifié. Petit 2, notons Pn, la matrice Pn au moins Pn. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Pn? C'est là que ça va devenir un petit peu difficile pour vous. Je vais effacer tout ça. Alors, on vous demande de noter ainsi grand Pn, une matrice à deux coefficients, une ligne de coefficients. Donc, c'est une matrice 1, 2. D'accord? Une ligne de coefficients. Le premier coefficient, c'est Pn. Alors, la matrice, elle correspond toujours à E et A. Hein, d'accord? On va suivre le même. Et ici, du coup, dans cette matrice, qu'on va appeler le vecteur d'état, c'est que des mots, vecteur d'état. Pourquoi un vecteur? Parce qu'une matrice qui a qu'une seule ligne ou qui a qu'une seule colonne, on appelle ça un vecteur, en référence aux coordonnées des vecteurs. Hein, donc vecteur d'état, matrice d'état si vous voulez, mais c'est plutôt un vecteur. Et pourquoi d'état? En fait, c'est la matrice qui vous dit quel est l'état du système au jour n. D'accord? C'est la matrice, enfin le vecteur qui vous dit, voilà, quelle est la situation actuelle. Alors, ici c'est bien P de n, puisqu'ici on met la probabilité que le réverbère soit éteint au jour n. Ça c'est bien P indice n, la probabilité. Que je l'ai effacé, mais c'est ce que j'avais écrit tout à l'heure, c'est la définition de Pn. Et ici, du coup, ça va être la probabilité que le réverbère soit allumé au jour n. Mais puisqu'il n'y a que deux états possibles, éteint et allumé, si la probabilité d'être éteint au jour n, c'est P indice n, et bien, en utilisant la même raisonnement que tout à l'heure, la probabilité d'être allumé au jour n, ce sera 1 moins P indice n. Puisque la somme des deux, ça doit faire 1. Et Pn plus 1 moins Pn, ben ça fait 1. Ça, ce sera toujours vrai, on aura toujours truc, 1 moins truc. Donc si vous en trouvez un, vous avez l'autre. Alors ça, ce sera vrai, bien sûr, dans les vecteurs d'état de taille 2. Hein, si j'ai 3 sommets, 4 sommets, bon, ce sera autre chose. Mais on va surtout se concentrer sur le truc de taille 2. Bon, ok, donc ça, c'est le vecteur d'état. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vérifiez que grand P1... Alors, déjà, posons P de 0 égale 1, 0. Alors, dans l'ordre. Alors, posons, non, pas posons. N'importe quoi, cet exercice. Qu'est-ce que ça vaut P1? Pardon, qu'est-ce que ça vaut P0? Bah, P0, par définition, attention, ça c'est un grand P, hein. Ça c'est un petit p. D'ailleurs, je vais essayer de les noter comme ça pour les suites. Comme ça, on va peut-être éviter de confondre. D'accord? Les vecteurs d'état, je les note en majuscules et les suites comme ça. Là. D'accord? Comme ça, je vous ferai bien la différence. C'est très différent, d'accord? Ça, c'est constitué de deux trucs comme ça. Donc ça, par définition, c'est petit p0, 1 moins petit p0. Vous êtes d'accord? Bon, mais c'est égal à quoi? P0, on a vu que c'est égal à 1 tout à l'heure. Hein, souvenez-vous, P0, c'est la probabilité que le réverbère soit éteint au jour 0. Et ça, on vous a dit que c'était 1, c'est une certitude. Mais du coup, 1 moins P0, bah, ça fait 0. Ok? Donc, il n'y a pas à poser. C'est complètement débile. Posons. Ben non, il n'y a pas à poser, c'est évident. C'est un résultat qui découle de toute la suite. Petit a, vérifier que grand P1 égale grand P0 fois M. Ah zut, ils l'ont appelé M la matrice. Moi, c'est la matrice que j'ai appelée T. Hein. Bon, bah, du coup, je vais la réappeler M. Mince, désolé. Hein. Je voulais l'appeler T pour que vous ne confondiez pas avec la matrice d'adjacence. Bon, vu qu'ils utilisent M. C'est quoi un quart, c'est ça? Bah, je vais vérifier. C'est un quart ou trois quarts? Voilà, un quart, trois quarts. Donc, je la réécris, comme ça on l'a sous les yeux. Un quart. Enfin, moi surtout, parce que je suis sûr que vous avez le cours sous les yeux. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vérifiez que P1, c'est P0 fois M. À vérifier. Alors, on veut faire une multiplication entre deux matrices. Alors, on va faire des petites révisions. Première chose à se poser, première question à se poser quand on fait multiplier deux matrices, c'est est-ce que c'est possible? Alors, c'est quoi la taille de P0? P0,
grand P indice 0, c'est un vecteur d'état, c'est une ligne, deux colonnes. Est-ce qu'on peut, et la matrice M, c'est une matrice de 2. Est-ce qu'on peut multiplier une matrice en 2 par une matrice de 2? Oui, regardez. Non seulement on peut le faire, mais en plus, ça va nous donner au résultat, on sait que ça va nous renvoyer une matrice 1, 2. C'est-à-dire, on va obtenir un vecteur colonne. Bon, ben allons-y. Déjà, pourquoi P1, ça vaut ça? Alors, bon, déjà, ça a du sens, hein, parce que P1, c'est un vecteur 1, 2. P0 fois M, ça donne un vecteur 1, 2. Bon, mais après, ça pourrait, ça suffit pas. Et bien là, il va falloir faire une petite étude probabiliste. En effet, qu'est-ce que c'est P1? P1, par définition, c'est petit p1, 1 moins petit p1. C'est-à-dire, c'est la probabilité d'être éteint au jour 1 et la probabilité d'être allumé au jour 1. Bon, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça ne sert à rien de calculer les deux. On calcule P1 et puis on aura tout de suite le deuxième. Donc la question, c'est, mais c'est quoi P1? C'est quoi la probabilité d'être éteint? La probabilité d'être éteint au jour 1, c'est donc P indice 1. Mais ça, on l'a déjà calculé tout à l'heure. On a vu que c'était un quart. Hein, reprenez la vidéo en arrière. P0 c'était 1, et vu qu'il y a une chance sur 4 de rester éteint quand on est éteint, ben donc c'était une chance sur 4. Donc on arrive à calculer P1, on obtient une chance sur 4. Mais alors, pardon, si on a P1 qui vaut une chance sur 4, ben donc on a immédiatement que grand P1, le vecteur d'état au jour 1, ben c'est, souvenez-vous, c'était P1, 1 moins P1, donc c'est un quart, 3 quarts. Et voilà, j'ai calculé P1. Alors maintenant, fallait vérifier que P1 c'était P0 fois M. Ben allons-y, calculons P0 fois M. Alors, P0 c'est quoi? P0, on avait dit que c'était 1, 0. Fois M, M, on avait dit que c'était 1 quart, 3 quarts, 3 quarts, 1 quart. Allez, calcul matriciel. Alors, on sait qu'on va accoucher d'un vecteur comme ça. Donc, ce coefficient en rouge, c'est... De toute façon, il n'y a qu'une ligne, donc c'est cette ligne fois cette colonne. Alors, allons-y, ça fait 1 fois 1 quart, plus 0 fois 3 quarts, plus 0. Hop, deuxième coefficient, en fait, c'est toujours cette ligne, puisque il n'y a qu'une ligne. Par contre, c'est deuxième colonne, puisque c'est coefficient de deuxième colonne. Ça fait 1 fois 3 quarts, plus 0 fois 1 quart. Conclusion, on obtient 1 quart, 3 quarts. Est égal à P1. Ok, donc on a bien vérifié que P0 fois M, c'était égal à P1. Alors on l'a vérifié, super, mais on n'a absolument pas compris pourquoi. Absolument pas compris pourquoi P1 c'était égal à P0 fois M. Ça marche, mais peut-être qu'on a juste eu du bol. Alors qu'en fait, non, c'est une règle générale, ça sera toujours vrai. Pour obtenir l'état d'après, il suffit de prendre l'état d'avant et de multiplier par la matrice de transition. Et c'est ça qui est vachement fort, c'est pour ça que c'est utile cette matrice de transition. Sauf que là, on a vérifié que ça marchait, mais on ne sait pas trop pourquoi. Mais la suite de l'exercice va nous aider à le comprendre. Donc on a vérifié ça. En utilisant l'arbre aussi contre, expliquer pourquoi Pn plus 1 égale Pn patati patata. Alors, on va peut-être pas faire tout de suite ça. On va d'abord calculer P2. Parce que vous allez voir, ça va nous aider. Alors, je vais enlever tout ça. Est-ce que je rentre? Ouais, vaut mieux que je les fasse. Vous, de toute façon, vous pouvez toujours revenir. Hop. Maintenant, on va calculer P2. P2, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est petit P2, 1 moins petit P2. C'est toujours pareil. Je vous rappelle, ça, c'est la probabilité que le réverbère soit allumé au matin du jour 2. Et ça, son complémentaire, la probabilité qu'il soit allumé au matin. Donc, P2, probabilité qu'il soit éteint, à moins P2, probabilité qu'il soit allumé. Bon, alors on va faire là, on va avoir besoin d'un graphe. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les probabilités vont s'en mêler. Au jour 0, on est éteint. Donc là, probabilité 1. Au jour 1, on n'est pas forcément... on vient de calculer que P1, ça valait un quart. Donc il n'y a pas certitude qu'on soit éteint. On peut être allumé. On a même 3 chances sur 4 d'être allumé. Et on peut être éteint avec une chance sur 4. Donc P1, il est là. Ça, c'est P1. D'accord?
Et P0, c'était 1. Bon, voilà. Mais maintenant, au jour 2, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, ça dépend du chemin que j'ai pris. Parce que si j'étais allumé, je peux être encore allumé ou je peux être encore éteint. Quelle est la probabilité en étant allumé de rester allumé? Souvenez-vous, la consigne qu'on nous a donnée, c'est la probabilité de changer d'état, c'est 3 chances sur 4. Ou si vous préférez, la probabilité de ne pas changer d'état, c'est une chance sur 4. Donc si je passe de A en A, ou si vous préférez, la probabilité conditionnelle que le réverbère soit allumé le jour 2, sachant qu'il était allumé le jour 1, c'est une chance sur 4. La probabilité conditionnelle que le réverbère soit éteint le jour 2, sachant qu'il était allumé le jour 1, c'est 3 chances sur 4 puisqu'on a fait un changement d'état. Je vous dis les probabilités conditionnelles, mais là, vous n'avez presque même pas besoin de les utiliser. Hein, c'est juste je change d'état, 3 chances sur 4. Je ne change pas d'état, une chance sur 4. Bon, j'espère que vous trouvez que c'est pas trop compliqué. Cet arbre, vous devez absolument comprendre comment on le forge. Je pense que vous le comprenez sans problème. Si ce n'est pas le cas, arrêtez la vidéo, relisez, relisez, une fois, deux fois, jusqu'à ce que vous compreniez. Je n'ai pas de doute que vous allez y arriver. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est P2. P2, c'est la probabilité d'être éteint au jour 2. Bon, donc je veux être ici ou ici. Les deux me conviennent. Bon, alors là, si normalement vous n'avez tous pas crié au fond de votre tête ou dans votre bureau, probabilité totale, c'est que vous êtes à la masse là. D'accord? Quand on veut calculer ce qui se passe sur deux trajets, c'est bien sûr les probabilités totales. Alors, appliquons-les. Alors d'abord, je vais vous faire le petit dessin et puis après on fait ça correctement. Comment on applique les probabilités totales? Ben, on va avoir en fait la probabilité qu'on soit éteint le jour 2, ça va être la somme de la probabilité qu'on soit éteint en passant par ce chemin, plus la somme qu'on soit éteint en passant par ce chemin. Donc, que vous dit la formule des probabilités totales? Elle vous dit que alors P de E au jour 2, c'est ce qu'on appelle P indice 2, c'est ce chemin plus ce chemin, c'est-à-dire ce chemin c'est 3 quarts fois 3 quarts, et vous savez, le principe multiplicatif, quand on suit, on l'a vu l'année dernière, vous l'avez revu bien sûr cette année, quand on suit le chemin d'un graphe, on multiplie les probabilités. Donc pour ce chemin, ça nous fait 3 quarts plus 3 quarts, fois 3 quarts, pardon, plus, et pour le deuxième chemin, 1 quart fois 1 quart. Ok, ça fait 9 16e, plus 1 16e, 10 16e. 10 16e, ouais, ça c'est clairement simplifié par 2, ça fait 5 huitièmes. Voilà, P2 égale 5 huitièmes. Donc j'en déduis immédiatement que P2, mon état, l'état général au jour 2, l'état du système, le vecteur d'état, vaut alors petit P2, donc 5 huitièmes. Et puis ce qui manque pour faire 1, le complément 1, bah 3 huitièmes. Voilà, j'ai calculé grand P2. Alors vous voyez, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Imaginez P3, P4, Pn. Alors, j'ai laissé de la place ici. Pourquoi? Parce que je veux qu'on donne, vous rappeler les conditions d'application des probabilités totales. Alors, quand vous avez un graphe écrit comme ça, c'est un graphe, mais un arbre probabiliste écrit comme ça, il n'y a qu'à dire, on applique les probabilités totales. Mais tant qu'on y est, on va faire un peu de révision. Alors, les probabilités totales peuvent s'appliquer quand vous avez ce qu'on appelle un système complet d'événements ou une partition. Je ne sais pas quel terme Madame Mazouilla a utilisé pour vous. C'est la même chose. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous avez deux événements qui sont disjoints et dont la réunion fait la totalité. Alors, l'univers c'est oméga, vous savez. Donc quand on fait A union E, on a bien la totalité. Si je réunis A et E, j'ai bien la totalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les possibilités pour j'ai trouvé le mot, pour mon réverbère? Il peut être allumé ou éteint.
Donc quand je fais la réunion de l'événement allumé avec l'événement éteint, ben, j'ai toutes les possibilités. Premier point. Ça, c'est le système complet d'événements. Et maintenant, pourquoi c'est une partition, hein? Eh bien, parce qu'il faut que ces deux événements-là, donc là, il n'y en a que deux, soient disjoints, ça veut dire que leur intersection est vide. Le schéma qu'on fait souvent, c'est vous avez oméga là, qui est comme ça. Ben, oméga, vous pouvez le partitionner en deux événements qui sont mutuellement disjoints. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être à la fois dans A et dans E. Ça, c'est cette propriété-là. Et tout événement, tout, tout événement est soit dans A, soit dans E. Voilà. Bon, alors, encore une fois, quand vous avez un arbre comme ça, vous dites juste j'applique les probabilités totales. Ça suffit amplement, hein. Mais bon, c'est bon que vous sachiez ça. Voilà. Alors, maintenant P2. Alors oui, donc nous, ce qu'on vous demandait, c'était pas ça. On a fait avec P2. Mais maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va faire la même chose, exactement la même chose, pour passer de n à n plus 1. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de calculer grand P n plus 1. Mais qu'est-ce que c'est grand P n plus 1? C'est-à-dire le vecteur d'état de ce qui se passe au n plusième jour. Et bien, ça va être petit p n plus 1, c'est-à-dire la probabilité que le lampadaire soit éteint au jour n plus 1, et 1 moins petit p n plus 1, la probabilité que le lampadaire soit éteint au jour n plus 1. Bien. Alors, comment on va gérer cette histoire? Il faut qu'on fasse apparaître la suite Pn plus 1 en fonction de petit pn. Hein, puisqu'on nous demande de démontrer que grand Pn plus 1, c'est grand Pn fois m. C'est ce qu'on nous demande de démontrer. Donc il va forcément faire apparaître l'état n. Ok. Bon, alors plaçons-nous, refaisons l'histoire d'arbre. L'état n, qu'est-ce qui peut lui arriver? Il peut être éteint, il peut être allumé. Mais il y a deux états possibles. Alors là, je ne vais pas avoir de problème pour calculer l'état n plus 1. Je vais toujours avoir la même structure, exactement la même structure que ce qu'on a fait pour calculer P2. Pour rester d'éteint à éteint, c'est une chance sur 4, je ne change pas d'état. Éteint à allumé, 3 chances sur 4, je change d'état. Allumé à éteint, 3 chances sur 4, je change d'état. Allumé à allumé, je ne change pas d'état, une chance sur 4. Bon, très bien. Sauf que le problème, c'est que j'aimerais savoir ce qu'il y a avant là, parce que là, je ne peux pas faire les probas totales, vous voyez? Parce que c'est tout pareil. Pn plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est être éteint au n plus 1. Bon, ben donc c'est ici et là. Donc il faudrait que je fasse ça. Mais vous voyez qu'il manque les flèches là. Donc la question c'est, quel est l'état avant ça? Quel est l'état ici? Alors bien sûr, on pourrait écrire n-1. Mais c'est la vérité, c'est l'état avant n, c'est n-1. Sauf qu'n-1, je ne sais pas si c'est allumé ou éteint n-1. Et vous voyez, là j'ai un gros problème. Parce que je ne connais pas l'état d'avant. Et ça, c'est le problème de toute façon, qui est, j'allais dire récurrent, c'est sans jeu de mots, c'est lié aux suites récurrentes. Pour calculer l'état n d'une suite récurrente, je dois connaître tous les états précédents. En fait, plus exactement, je dois connaître l'état d'avant, mais l'état d'avant, je ne peux le connaître que si j'ai l'état d'avant, etc., etc. Bon, donc je suis dans l'ennui. Mais en fait, non. Et pour ça, il faut bien comprendre ce que c'est que ce Pn. Rappelez-vous, petit p n, c'est la probabilité qu'au nème jour, on soit éteint. Vous êtes d'accord? Mais en partant de quoi? En partant, évidemment, du jour 0. Or, au jour 0, nous, ce qu'on sait, c'est que l'état, il est éteint. C'est pour ça que dans votre livre, ici, ils vous mettent un E là. Bon, il n'explique pas très bien, mais voilà. Au jour 0, on sait qu'on est éteint. Et à partir du moment, on sait que P de n, c'est la probabilité d'être éteint au nème jour. Donc la probabilité d'être, c'est P de n.
par définition même de P de n. Ça, c'est la probabilité d'être éteint au nème jour. Et du coup, ici, la probabilité d'être allumé au nème jour, eh bien, c'est l'événement contraire, donc c'est 1 moins P de n. On obtient donc cet arbre. Et une fois qu'on a cet arbre, eh bien là, maintenant, on peut appliquer les probas totales. Donc on va obtenir la somme de ces deux branches. Alors, ici, c'était la probabilité d'être éteint au jour n plus 1. C'est donc petit p indice n plus 1. Qu'est-ce que c'est? C'est petit pn fois une chance sur 4 plus deuxième branche 1 moins pn. Attention, on n'oublie pas les parenthèses. Fois 3 chances sur 4. Qu'est-ce que ça nous fait? Alors des pn, on en a combien? On en a 1 quart moins 3 quarts. Vous voyez? Pn fois 1 quart moins Pn fois 3 quarts. Bon. Alors, si je vous mets ça entre facteurs, ça fait quoi? 1 quart moins 3 quarts. Qu'est-ce qui reste? Donc lui, il est fait plus 1 fois 3 quarts, donc plus 3 quarts. Conclusion. 1 quart moins 3 quarts, ça fait moins 2 quarts, ça fait donc moins 1,5. On obtient moins demi de Pn plus 3 quarts. Ok. Est-ce que c'est ce que je voulais obtenir? Démontrer que... alors, regardez ce qu'il nous demandait. Petit Pn plus 1 égale Pn fois 1 quart plus ou moins Pn fois 3 quarts. Pn fois 1 quart plus 1. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà oublié. Alors, eux, ils ne nous demandaient pas de le développer. D'accord. Alors moi, je l'ai développé. Je finis mon raisonnement. Qu'est-ce que vous obtenez là? Vous obtenez Pn plus 1 égale moins 1,5 de Pn plus 3 quarts. J'espère que vous reconnaissez une suite arithmético-géométrique. Vous savez que ça va se comporter comme une suite géométrique décalée d'une certaine valeur. Bon. Mais pour l'instant, on ne nous demande pas tout ça. Pour l'instant, on nous a demandé de démontrer ceci. On nous dit qu'en ayant démontré ceci, on va pouvoir démontrer cela. Ok, bon. Alors, admettons. Pourquoi ça va nous servir? Eh bien, regardez. Je vais avoir besoin de faire un peu de place. Je vous rappelle qu'on veut démontrer que P indice n plus 1, c'est Pn. Alors, Pn, déjà regardons ce que c'est Pn fois m. Pn, c'est petit pn, 1 moins petit pn. Fois m, et m, c'est 1 quart, 3 quarts, 3 quarts, 1 quart. Alors, on va faire le calcul matriciel, comme vous savez le faire. On sait qu'on va obtenir, je vais faire un peu plus de place là. On sait qu'on va obtenir un vecteur, une ligne de colonne. Allons-y pour la première ligne, première colonne. Première ligne, première colonne. Pn fois 1 quart. 1 quart de Pn. Ah, j'ai dit que je le notais comme ça. Plus 1 moins Pn fois 3 quarts. 3 quarts, 1 moins Pn. Ça, c'est le premier. Je ne vais pas tout de suite faire le deuxième. Hein. Vous reconnaissez bien, rien. Pn fois 1 quart plus 3 quarts facteur de 1 moins Pn. C'est exactement ce que nous avons obtenu ici. Donc déjà, ça marche. Pn fois m égale Pn plus 1. Effectivement, puisque... Alors, il manque un tout petit truc pour que vous compreniez pourquoi ça marche. C'est que Pn plus 1, par définition, c'est petit Pn plus 1, 1 moins petit Pn plus 1. Et donc là, ce qu'on vient de faire en faisant Pn fois m, c'est de montrer que ça, là, ce résultat, c'est égal à Pn plus 1. Maintenant, calculons la deuxième partie. 1 moins Pn fois 3 quarts. Je vais le faire en vert. Alors, donc, il s'agit de multiplier maintenant pour obtenir cette deuxième ligne. Donc, c'est
cette ligne fois cette colonne. Donc on a Pn fois 3 quarts de Pn, plus 1 moins Pn, A, fois 1 quart. Bien, alors voilà ce qu'on obtient au final. Alors, donc, pour que cette égalité soit vraie, celle-ci là, il faut que Pn plus 1 soit égal à ça, mais ça on vient de le démontrer. Et il faut que 1 moins Pn plus 1 soit égal à ça. Alors, ça c'est pas évident. Donc on va prendre 3 quarts de P de ça. Alors, il faut qu'on ait 1 moins Pn plus 1 qui soit égal, question, à 3 quarts de Pn plus 1 moins Pn fois 1 quart. Hein, ce qui est ici, ce que je viens de trouver. Alors allons-y, on part de cette égalité qu'on ne sait pas être vraie, équivaut, puis on va voir qu'on arrive à un truc qui est vrai. Toujours. Alors les Pn, j'en ai combien? J'en ai 3 quarts moins 1 quart. 3 quarts moins 1 quart, ça fait 1 demi. Le Pn. Plus 1 quart. 1 demi de Pn plus 1 quart. Je continue. Là, j'ai moins Pn plus 1. Et le 1, je fais passer de l'autre côté. Ça me fait donc plus 1 quart moins 1, donc moins 3 quarts. J'ai moins Pn plus 1. Moi, ce que je voulais, c'était Pn plus 1 égale. Je multiplie donc par moins des deux côtés. Ça me fait donc moins 1 demi de Pn plus 3 quarts. Et ça, c'est exactement ce que j'ai trouvé sur la feuille d'avant. Pn plus 1 égale moins 1 demi de Pn plus 3 quarts. Donc c'est vrai. C'est vrai pour tout n. Donc, puisque ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc j'ai démontré que moins Pn c'est égal à ça. Du coup, cette égalité est vraie. Donc cette égalité est vraie. J'ai donc démontré que dans le cas de cet exercice, bien sûr, pour tout n, l'état, le vecteur d'état au jour n plus 1, c'est égal au produit du vecteur d'état au jour n fois la matrice de transition. Alors je l'ai démontré que dans le cadre du Petit Prince, mais c'est vrai, quel que soit le graphe probabiliste que vous considérez. Alors je ne vais pas vous faire la démonstration, mais si ça vous intéresse, elle est faite à la fiche 1, page 336 de votre livre. Bon, vous n'avez absolument pas besoin de maîtriser cette démonstration. Continuons le cours. Donc on a démontré ça. Et maintenant il s'agit d'en déduire ceci. Déduisant que Pn égale P0 fois m puissance n. Donc ce qu'on sait, nous, c'est que Pn plus 1 est égal à Pn fois m. Ça c'est vrai pour tout n. Entier naturel. Il s'agit de démontrer que, pareil, pour tout n entier naturel, P de n, c'est égal à P0 fois m exposant n. Ah. Matrice, puissance de matrice, on commence à vous rappeler des choses. Bon, on ne peut pas le démontrer sans le raisonnement par récurrence, mais qui n'est pas votre programme. Donc on va juste voir ce qui se passe. On a déjà démontré que P1 c'est égal à P0 fois M. On vient de démontrer que Pn plus, ce qui est écrit ici, que Pn plus 1 c'est égal à Pn fois M. D'accord? Bon, regardez. Je ne vais pas vous le démontrer pour tout n. Je vais vous le démontrer pour celui que vous voulez. Allez, P5. P5, on vient de voir que c'était P4 fois M. Ça, on l'a démontré par contre. Hein. Oui, mais P4, c'est P3 fois M. P4, c'est P3 fois M. Donc P5, je peux dire que c'est P3 fois M fois M. Mais P3, qu'est-ce que c'est? C'est P2 fois M. Vous comprenez où je suis en train de venir, etc. Au final, regardez. P5, quand je passe à P4, j'ai M une fois. P5, quand je passe à P3, j'ai M deux fois. P5, quand je passe à P2, j'ai M trois fois. Etc. Je vais donc bien arriver
Quand je passe à P0, ben, pour aller de 0 à 5, il y a 5 fois. Je ne sais pas une démonstration, hein, mais vous voyez bien que c'est le principe qui va marcher. C'est vraiment très simple à démontrer. Mais pour ça, il faut le principe de récurrence que vous n'avez pas à votre programme. Mais on s'en fiche complètement, vous n'avez pas besoin de le démontrer, vous avez besoin de le savoir. Bon, autre chose, c'est une analogie très forte. J'espère que ça vous rappelle le comportement des suites géométriques. Parce que c'est exactement ça. Alors attention, ce ne sont pas des suites géométriques à proprement parler, ce sont des suites matricielles. C'est-à-dire que vous, l'année dernière, vous avez étudié les suites qui étaient définies ainsi, un plus 1 est égal à q fois un, et vous en aviez déduit, pareil, on avait admis le terme général, que un c'était égal à u0 fois q puissance n. Ça, c'est les suites géométriques. Mais ça se passe dans les nombres réels. Et bien, on a exactement pareil, on a des suites géométriques matricielles qui sont définies ainsi. Je vous rappelle que P, ce sont des matrices. Donc pour avoir Pn plus 1, on multiplie Pn par la raison. Alors vous voyez, là c'est dans l'autre sens, c'est un fois Q, hein, parce qu'il n'y a pas commutativité dans les réels, on s'en fiche. Q fois un fois Q c'est pareil. Dans les matrices, ça a son importance. Et on en déduit de même le passage au terme général. Hein, donc l'analogie est très forte, ne vous gênez pas pour l'utiliser. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il nous reste encore à démontrer dans cet exercice? En utilisant la question 2C, déterminer P pour n égale 4 et n égale 10. D'accord, à l'aide de la calculatrice, bien sûr. L'état au jour 4. La probabilité qu'il soit éteint au jour 4, au matin du jour 4, et la probabilité qu'il soit allumé au matin du jour 4. Alors, on ne va surtout pas calculer le coefficient, on va directement utiliser ça. P4, on sait que c'est P0 fois m exposant 4. Mais P0, c'est 1, 0. Et m exposant 4, alors là, on a besoin de la calculatrice. Voilà, alors j'ai sorti l'émulateur de la TI. Bon, ben, je vais faire des matrices. Alors, matrice. Donc, il faut que j'édite une matrice de 2. Hop, 2, 2, clac. Alors, souvenez-vous, c'est 1 quart, 3 quarts, 3 quarts, 1 quart. Voilà, je quitte. Et maintenant, je veux calculer matrice exposant 4. Allez, boum. Ça donne ça. Donc 17 sur 32, patati patapata. Bon, je ne vais pas le faire. Hein. Ok. Ensuite, je vais le multiplier par 1, 0. Alors, il faut que je rentre du coup la matrice 1, 0. Matrice. Donc cette fois, c'est une matrice. Non, pas celle-là. Je me suis trompé. C'est une matrice. Ah, la matrice A, je la conserve. La matrice B, c'est une matrice 1, 2. Une ligne, deux colonnes. Où il y a 1 dans la première, un premier coefficient et c'est tout. Quitter. Et maintenant, je vais donc faire matrice B fois matrice A. Bien, alors maintenant qu'on a rentré les matrices, on peut faire le calcul. Alors, je veux la matrice B multipliée par la matrice A à la puissance 4. Alors, matrice A exposant 4. Qu'est-ce que ça fait? Je réfléchis. 17 sur 32, 15 sur 32. Égale 17 sur 32, 15 sur 32. Soit dit en passant, vous remarquez que c'est bien un vecteur d'état, puisque 17 sur 32 plus 15 sur 32, 17 et 15 ça fait 32, 32 sur 32 ça fait 1. Les vecteurs d'état ont toujours une somme égale à 1, souvenez-vous, ce sont des probabilités. Alors, ici l'énoncé nous demandait de calculer P4, donc c'est chose faite, point, on a répondu. Maintenant il faut calculer P10. Mais l'énoncé aurait très bien pu vous dire, quelle est la probabilité que le réverbère soit allumé au jour 4? Dans ce cas, la réponse aurait été
15/32e. Hein, vous aurez fait une phrase. La probabilité que le réverbère soit éteint au matin du jour 4 est de 15/32e. Si on vous demandait allumé, c'était 17/32e. Hein, ça suit toujours la même règle. Éteint, c'est cela. Allumé, c'est cela. Bon, maintenant, calculons P10. Alors, P10, c'est la même histoire. Du coup, P10, ça va être égal à P0 fois M exposant 10. Donc, il va falloir que je fasse 1, 0 fois M exposant 10. Eh bien, qu'à cela tienne, on va le faire à la calculatrice. Et c'est exactement la même formule. Maintenant que j'ai rentré mes matrices, j'ai plus qu'à refaire exactement la même chose. Hein, sauf que ce ne sera pas exposant 4, mais ce sera exposant 10. Matrice A, exposant 10, puisqu'on veut le 10e jour. Pouf. Ah, il mouline encore plus longtemps. Hein, et va obtenir 1025 et 1023. Allez, 1025 sur 2048, 1023 sur 2048. Et voilà. Donc là, c'est la bonne réponse puisqu'on vous demande P10. Pareil, si vous avez dit quelle est la probabilité que le réverbère soit allumé au jour 10, eh bien vous aurez répondu c'est 1025 sur 2048, c'est-à-dire à peu près 50%. Alors, on continuera plus tard pour voir ce qui se passe dans le futur de cet allumeur de réverbère. Mais déjà, vous voyez qu'au 10e coup, même déjà dès le 4e coup, on n'est pas loin de 0,5, 0,5 là. Et alors là, on est encore plus près. Hein, 1025 divisé par 2048, qu'est-ce que ça vaut? 1025 divisé par 2048, ça fait... Pourquoi moins? Je veux pas de moins. 2, supprimer. 1, entrée. Ça fait... Ouais, on n'est pas loin, 0,5004. D'accord? Donc lui, ce sera 0. Alors si je mets 1023, vous voyez, on va être à 0, 49, 9, 3, 32. Bon, bref, on est vraiment à 0,5. Donc déjà, au 10e coup, on est très très proche de l'état 0,05. Donc on se doute que quand on va augmenter le nombre de jours, on va tomber à une probabilité égale à 1,5 en fait, au 1e jour. La probabilité qu'il soit éteint, quel que soit le jour que vous prenez, ce sera à peu près 1,5. Alors ça, c'est ce qu'on verra au prochain cours, qu'on appellera un état stable. C'est-à-dire si on laisse suffisamment de temps au système, eh bien, il se stabilise autour d'un même état. C'est l'équivalent de la limite pour les suites. Hein, c'est imaginer une suite qui tend vers 1,5. Voilà, cet état il est composé par deux suites qui tendent toutes les deux vers 1,5. On verra ça plus tard.